Du nomadisme à la sédentarisation, chapitre 2, module du nomadisme à la sédentarisation. Le titre du chapitre d'aujourd'hui est la sédentarisation. C'est long, beaucoup de syllabes. Dernière fois, nous avons parlé du nomadisme. Nous avons exploré la façon que les nomades vivaient. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'il a fait qu'à un moment donné, certains humains s'arrêtent au même endroit. Premier mot-clé, la fin de la glaciation. Ici, il y a une date, toujours bien écrire les dates. C'était il y a 12 000 ans. Mais on peut commencer à utiliser la datation du calendrier grégorien. Donc, on va dire qu'à 10 000 avant Jésus-Christ. Mais en fait, c'était il y a 12 000 ans avec toute l'approximation que ces chiffres demandent. Alors, il faut savoir une chose, le climat sur la Terre n'est pas stable. D'une année à l'autre, on a l'impression que c'est toujours pareil, d'accord? Mais si on prend comme point de repère des milliers d'années ou même des siècles, on voit que le climat est toujours changeant. Si on prend seulement le temps que notre espèce a existé, on voit qu'il y a eu plusieurs glaciations, c'est-à-dire plusieurs périodes qui ont duré des siècles, même des millénaires, pendant lesquelles la plupart de notre planète était couverte par la glace. Là où nous vivons, nous sommes couverts par la glace pendant 4 mètres, il y a des époques qui étaient constamment couvertes par la glace, comme au pôle, d'accord? L'Europe était couverte par la glace. Et ces glaciations se sont alternées avec des périodes de réchauffement. Or, la dernière de cette glaciation, d'accord, ça date d'il y a 12 000 ans. Et pendant ce siècle-là, il y a eu un changement climatique relativement rapide. D'accord. Or, quel a été l'impact sur les humains de la fin de la glaciation, de ce réchauffement? Et il faut dire que tout de suite que même si aujourd'hui nous craignons le réchauffement climatique, d'accord, et plusieurs climatologues, experts scientifiques disent que le réchauffement climatique est dû à l'activité humaine, à la production de CO2, d'accord, c'est une donnée importante. Mais il faut savoir aussi qu'il n'y a pas d'unanimité, même parmi les scientifiques, que la raison c'est le CO2, c'est l'activité industrielle humaine. Une chose que nous pouvons dire, c'est que l'histoire nous dit que le climat de la Terre n'est pas stable, d'accord? Et l'autre chose qu'il faut dire, c'est que les humains ont toujours gagné quand il y a eu des réchauffements. Ils ont eu de meilleures conditions de vie. Par contre, les refroidissements ont toujours eu des conséquences négatives, d'accord, une chute des ressources importante pour les humains. Mais on revient à la fin de la dernière glaciation. La dernière glaciation a marqué l'impact sur les activités humaines de ces nomades qui existaient à l'époque. Ça a été négatif d'un côté parce que ça a marqué la disparition des gros animaux qui étaient le gibier de ces humains-là. Notamment un type de rhinocéros. Aujourd'hui, il existe encore des rhinocéros, mais à l'époque, il y avait une autre espèce de rhinocéros qui était souvent dans la cible de ces chasseurs-là. Et l'autre, c'était le mammouth. D'accord? Beaucoup d'humains chassaient cet éléphant européen, cet éléphant de la glace, d'accord, qui a disparu. Non, il n'a pas disparu par une surchasse des humains, il a disparu parce que les conditions climatiques qui lui permettaient de vivre ont changé. Mais par contre, il y a eu un grand avantage, c'était que la végétation produisait beaucoup plus. Donc il y avait beaucoup plus de fruits pour la cueillette. Et ceci, ça a été un avantage qui a compensé abondamment la disparition du gros gibier. Et donc, ceci a fait aussi que les humains s'arrêtent plus longtemps au même endroit. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de fruits dont ils disposent à partir d'il y a 10 000 avant Jésus-Christ. C'était le premier mot-clé.
questions là-dessus avant que je passe au prochain? L'agriculture. L'invention de l'agriculture, on peut la dater à 8000 avant Jésus-Christ. Donc, il s'agit de 10 000 ans. Les premiers groupes d'humains qui ont pratiqué cette activité, d'accord, ont fait ceci à partir d'il y a 10 000 ans seulement. Tout le reste, il y a des dizaines de milliers d'années que les humains qui nos ancêtres n'étaient que chasseurs-cueilleurs. Mais l'agriculture est la plus grande de toutes les inventions de l'humanité. Là, il y a un consensus des historiens. Pourquoi? Parce que l'agriculture a changé le mode de vie des humains. Ceux qui ont commencé à pratiquer l'agriculture sont devenus sédentaires. Et l'agriculture aussi a accéléré par la suite le progrès humain d'un point de vue de la technologie, d'un point de vue de l'organisation de la société, de la naissance des civilisations. Par exemple, il n'y aurait jamais eu d'écriture s'il n'y avait pas d'agriculture. Il n'y a aucun groupe nomade qui avait développé l'écriture. Le dessin, oui, mais le dessin et l'écriture, il y a un long chemin à faire. Pour comprendre l'impact de cette invention, ici, on va imaginer un moment si nous étions des gens qui vivaient à l'époque du nomadisme, avant l'invention de l'agriculture. Comment ça serait notre vie? Alors que, première chose à dire, c'était que probablement on n'existerait même pas. On ne serait même pas né. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur la Terre, il y a 7 milliards de personnes. À l'époque du nomadisme, pour faire un chiffre rond, on va dire qu'ils étaient 7 millions. Donc, on aurait seulement une probabilité sur 1000 d'exister, au départ. Probablement, on n'existerait pas. Mais même si on imagine qu'on avait eu la chance de naître, d'exister, on va voir comment c'était notre vie. Alors, je commence par moi-même. J'ai 58 ans, et donc je serais mort depuis longtemps, décomposé, d'accord, oublié, ou c'était devenu un mythe ancestral, d'accord, ou bien j'étais complètement oublié, et mon corps serait quelque part disponible pour les archéologues quelques milliers d'années plus tard. D'accord. Les os qui restent. On va voir vous qui avez 12 ans. D'accord? Vous, si vous avez 12 ans, la moitié d'entre vous serait déjà mort pareil. D'accord? On ne va pas dire qui, d'accord? On prend seulement les statistiques. Pourquoi? Parce qu'il y avait une mortalité infantile très élevée. D'accord? Puisqu'il manquait de ressources, les mères n'avaient pas assez de lait pour allaiter leurs enfants, et puis il y avait souvent des rhumes, souvent des pneumonies, et puis des faiblesses. Donc, mortalité infantile très élevée, la moitié, ça serait déjà mort. Ceux qui, par contre, avaient survécu, ceux qui étaient arrivés à votre âge, les garçons seraient sûrement déjà à la chasse. À cette heure-ci, ils se trouveraient dans une forêt avec une javelot dans leurs mains, sur les épaules habillés de peaux d'animaux, mais taillés sur le corps. Disons, il y avait déjà la couture, d'accord. Et probablement avec sur l'épaule des flèches, un arc, et vous serez caché en arrière de quelques buissons en attendant que quelques sœurs de Virginie passent par là. D'accord? En silence. Et les filles seraient déjà à la cueillette, mais je veux ajouter une chose, les filles qui sont ici, vous avez 12 ans. Si vous avez déjà eu des menstruations, vous serez probablement déjà enceinte. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas le temps, enceinte ou déjà peut-être avec un bébé dans vos mains. Et silence. D'accord? Pourquoi il fallait, à cette époque-là, il fallait se reproduire rapidement. On n'avait pas le temps d'attendre 25 ans, 30 ans, 35 ans après avoir fini les études. Ok? Donc, c'est important d'avoir beaucoup de bébés. Et une autre chose importante, c'est sûr et certain que vous ne serez pas à l'école. D'accord? Peut-être
certains aimeraient cette situation, d'accord? Donc, c'est sûr que dès qu'on devenait productif, il fallait aller chercher la nourriture parce que pratiquement tout le temps que ces gens avaient disponible, c'était pour se procurer la nourriture, une lutte pour survivre. Ceci était donc la condition qu'on vivrait si l'agriculture n'avait pas été inventée. D'accord? L'agriculture nous a rendus sédentaires et l'agriculture a permis le développement de la société, la spécialisation des métiers, l'accélération du progrès technologique. On verra ces détails la prochaine fois. Comment l'agriculture est née? C'est que les humains qui restaient plus longtemps au même endroit ont compris la façon que les plantes se reproduisent. Et donc, ils ont pris les graines des plantes et aux autres, ils les ont plantées à côté de là où ils vivaient. Ici aussi, on va utiliser l'imagination pour comprendre ce qui s'était passé. On imagine une situation, d'accord? Ce n'est pas une donnée réelle, mais ça nous aide à mieux comprendre. Imaginons un campement, un petit village encore fait de tentes, où il y a ces chasseurs-cueilleurs. Un jour, les femmes reviennent à leur campement, ils ont trouvé des melons d'eau. D'accord? Ils n'étaient pas si gros, si beaux que ceux qu'on a aujourd'hui, c'est une espèce sélectionnée, mais quand même quelque chose de comestible. Ils arrivent, ils le ramènent au campement, d'accord? Ils ont comme sorte de sacs, ils peuvent amener plusieurs. Et quand ils sont là, ils ont des couteaux en pierre, mais ils ont des couteaux, ils les coupent et miam, 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 ils le mangent. Et puis, comme on fait encore aujourd'hui, pouf, 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 ils crachent, silence. Ils crachent les graines, d'accord? Comme on fait encore, certains on les avale, d'autres on les crache sur l'assiette. Aux autres, ils n'avaient pas d'assiette, ils les crachent sur le terrain. Quelques temps plus tard, ils restent là un peu plus longtemps, ils ne sont pas encore sédentaires, mais restent quand même un bon bout de temps. Quelques temps plus tard, ce groupe de gens-là remarque qu'à côté de leur tente, on poussait des plantes qui donnent comme fruit des melons d'eau. Et là, ils se demandent, mais avant, il n'y avait pas cette plante-là. Et maintenant, on la voit, et ça donne comment ça? Et là, évidemment, ils ont réfléchi, ils ont compris que c'était les graines qu'ils avaient crachées là, qui sont devenues, et qui ont poussé et sont devenues des plantes. D'accord? Donc, en comprenant comment les plantes se reproduisent, c'est né l'agriculture. Évidemment, ils ont sélectionné les espèces, les types de plantes qui étaient les plus favorables à l'alimentation humaine. On sait que le blé, ça a été le végétal le plus cultivé par les humains, mais pas seulement, et puis plus tard les vergers, etc. Et c'est le début de l'agriculture. Et puisque quand tu plantes, il faut attendre que ça pousse et ça donne des fruits, ils étaient obligés à rester là. Et voilà la sédentarisation, le début. Il ne faut pas penser que tous les humains se sont sédentarisés en même temps. Il y a quelques groupes qui, ici, là, ont commencé à rester au même endroit. Et les autres continuaient à aller à la chasse pendant longtemps. D'accord? Il y a une autre activité pour la production de la nourriture qui s'est développée en même temps que l'agriculture. Qui est capable de me le dire? Levez la main. Samuel. La pêche? Ben, la pêche existait déjà à Matisse. L'élevage, le bétail. D'accord? Là aussi, on va prendre une petite imagination, un petit exemple imaginaire. Supposons que certains chasseurs, un jour, ils ont été chanceux. Au lieu d'aller se battre contre un orignal, contre un ours, ils ont trouvé des moutons. Les moutons sont dociles, d'accord? Ce sont des animaux grégaires. Alors, ils ramènent toute une quinzaine de moutons à la maison. Au campement. Or, ce qui arrive, c'est que ils vont en rôtir 3-4, tout le monde mange. Et les autres, ben, on va les laisser là. On va les clôturer, on va les laisser là. Et ils restent là, des semaines, des mois, et ils vont se reproduire. Alors, ils se rendent compte qu'il y a des animaux qui peuvent amener dans leur campement, dans leur village désormais,
et qui se reproduiront sans besoin d'aller à la chasse. D'accord? La chasse va continuer à exister, ça va dire une activité d'appoint. Or que l'élevage, c'était un autre grand pas en avant de ces populations-là qui étaient devenues agricoles. Parce que l'élevage, d'accord, a donné plus facilement certaines ressources qu'ils avaient déjà, comme la viande et les peaux d'animaux. Mais l'élevage a permis aussi l'accès à de nouvelles ressources. Lesquelles? Levez la main, ceux qui pensent pouvoir dire. Fatima. Le lait, et donc le fromage, d'accord. Une autre? Le lin. La laine, un autre matériau qu'on peut faire que des vêtements, la laine, et encore. Plus de peau, plus de ressources. Ben, déjà dit, des nouvelles ressources. Il y a encore deux qu'on peut dire. L'eau, oui, Vêtements. déjà dit. L'autre, oui. Alors, l'engrais, d'accord? On utilise les excréments des animaux comme fertilisant pour les terres, d'accord? Et oui, parce que l'agriculture, c'est une belle chose, d'accord? Ça donnait beaucoup plus d'alimentation humaine, mais l'agriculture avait des problèmes. Et le plus gros problème de l'agriculture, c'était l'épuisement du sol. D'accord? C'est-à-dire, supposons que nous sommes un groupe d'agriculteurs qu'on commence à défricher une forêt, on coupe les arbres, on arrache les racines, on enlève les pierres, on passe la charrue et on sème du blé. Oh, la première année, ça produit 100 fois plus. Deuxième année, 90, puis 80, puis 50, puis 30. Au Moyen-Âge, au moment plus critique, on était arrivé à produire 15 fois plus. Excusez-moi de vous déranger dans les classes. Voici quelques messages. Alors, comment donc enrichir le sol? Une des façons, c'était utiliser l'engrais des animaux, d'accord, les excréments et avec de la paille. Le problème là a été résolu au XXe siècle grâce à la chimie qui a inventé des fertilisants chimiques. Aujourd'hui, les sols sont pratiquement inépuisables. Il y a d'autres problèmes, mais d'accord. Alors que une autre ressource, c'est l'engrais. On a dit l'engrais, la laine, le lait. Il y a une autre grande ressource. La force animale. On a domestiqué donc les chevaux. Et vous savez que les chevaux ont été les moyens de transport des humains les plus populaires jusqu'à l'invention du chemin de fer au XIXe siècle, la machine à vapeur, puis les moteurs des automobiles. D'accord. Un autre grand animal exploité par les humains a été le bœuf. Les ânes, les mules, d'accord. Mais le bœuf, c'était vraiment le grand allié de l'agriculture. Pourquoi? Parce que les chevaux, oui, c'était bien, mais les chevaux, ça coûtait cher. D'accord, c'était pas tout le monde. Les pauvres paysans, souvent, ils n'avaient pas de chevaux. Ce qu'ils avaient, c'était un bœuf. D'accord. Le bœuf, c'est important que vous le sachiez, le bœuf, c'est le mâle de la vache. La vache, le bœuf, les taureaux, les veaux sont tous des animaux de la même espèce. Et si vous remarquez, c'est une espèce qui n'a pas de nom en français. Même dans les autres langues que j'ai cherchées, je n'ai pas trouvé. D'accord? Et parce que ce sont tellement familiers aux humains, qu'ils ont, si je ne me trompe pas, leur nom officiel en latin, c'est Bos familiaris. Ok, vous savez que on appelle ces animaux-là selon leurs conditions. Quelle est la femelle? La vache. Quel est le jeune qu'on utilise pour la viande? Le veau. Quel est le mâle? Les bœufs ou les taureaux? Les bœufs et les taureaux. Alors, ça veut dire que cette espèce-là a trois sexes. Les taureaux, le bœuf et la vache. Non, le bœuf, le bœuf, c'est le mâle, mais on l'utilise pour la viande. Mais le taureau, c'est... Non, mais oui, normalement on dit viande de bœuf, d'accord? Mais le bœuf, l'animal vivant, est-ce qu'il c'est un mâle ou une femelle?
ou troisième sexe. Moi, je connais. Alors, regardez qu'est-ce qu'ils ont inventé, nos ancêtres, d'accord? Le bœuf, c'est un mâle, d'accord? Qui, quand il était très jeune, après quelques jours après sa naissance, il subit une opération. Ils vont le castrer. Ils vont lui enlever les testicules. Quel est l'avantage? Donc il est stérile, il ne va pas se reproduire. Mais quel est l'avantage? C'est qu'il va avoir pendant sa croissance un changement hormonal. D'accord? Donc, parce que la vache, elle est docile, la vache est extrêmement utile, ça donne de la viande, les veaux, puis le lait. Mais le taureau, lui, le mâle avec tous ses hormones, il est extrêmement agressif. Il a gardé un à chaque 20 femelles, d'accord, pour la reproduction, parce qu'il était dangereux aussi. Les Espagnols l'utilisent pour faire la corrida, olé, d'accord. Et là, par contre, avec cette opération, le mâle, qui était le bœuf, le mâle castré, il grandissait fort comme un taureau, mais docile comme une vache. Donc, sa force est exceptionnelle pour tirer la charrue. Ça fait énormément de la force pour retourner la terre. Sa force est très avantageuse pour tirer les chariots, que les paysans n'étaient pas rapides. Le cheval était rapide, d'accord? Le bœuf, lui, il allait à 10 km à l'heure, mais tranquillement, mais sûrement, il arrivait partout. Il pouvait tirer des charges, vraiment des tonnes. Donc, une autre grande ressource, c'est la force animale. C'est surtout les bœufs, mais aussi les chevaux, les ânes, les mules, d'accord, que les êtres humains ont inventés. Quelques questions avant que je passe au prochain mot-clé. Oui, Arine. Quelle sorte de groupe humain a créé l'agriculture? Quelle sorte de groupe humain comme Homo sapiens? Oui, non. On laisse faire tous les autres. C'est les Homo sapiens sapiens. Les autres espèces dont on a parlé, on n'en parle plus. C'est fini. C'est fini. Oui. On laisse faire tous les autres. C'est fini les autres. Ils n'existent plus. Mélissa. De l'agriculture, l'épuisement du sol ou l'appauvrissement du sol. Il manque les substances pour nourrir que les plantes, d'accord? Alors que les transformations, évidemment, l'agriculture a engendré beaucoup d'effets. Le premier effet de l'agriculture, c'est l'augmentation de la population. Les groupes d'humains, ces sociétés primordiales, vont devenir beaucoup plus nombreuses, les gens qui les habitent. Et pourquoi? Parce qu'on est mieux nourri, on est beaucoup plus en santé, on vit plus longtemps, on se reproduit plus, et surtout diminue la mortalité infantile. D'accord? Une femme qui ne se nourrit pas bien n'a pas assez de lait pour nourrir son bébé. Par contre, une femme qui se nourrit bien va transmettre sa nourriture aussi à son bébé, et tout le monde est plus fort, et donc voilà, la population augmente. Puis, d'autres transformations, c'est que l'être humain, ces agriculteurs, arrivent à produire un peu plus de nourriture de ce dont ils ont besoin. Ils ont un surplus. Quand ils ont gardé les sacs de blé, il en reste un à la fin. D'accord? Quand ils ont cueilli leurs fruits de leur verger, il reste quelques paniers, d'accord, avec des pommes, avec des poires, des fruits qu'ils ont obtenus. Ok, les paysans vont utiliser ce surplus en échange des outils. D'accord? Moi, je suis un paysan, il me reste un sac de blé, et je sais que dans mon village, il y a quelqu'un qui fait des fossiles, parce qu'il faut couper les tiges. Non, ils ont besoin de ce type de couteaux ronds pour couper les tiges. Je sais qu'il y a quelqu'un qui fait des fossiles, et il les fait très bien, plus coupantes que les autres. Alors, je vais le voir, et lui dire, regarde, je te donne ce sac de blé, qu'est-ce que tu me donnes? Et il me donne une fossile, il me donne aussi un horaire.
C'est quoi? Un araire, un outil pour labourer la terre. Un araire. D'accord? Et comme moi, les autres vont le voir. Ah, s'il te plaît, fabrique-moi ça. Lui, à un moment donné, il ne va plus à la campagne. Parce que tout son temps, d'accord, va être à fabriquer des outils. Et il reçoit de la nourriture, tout ce dont il a besoin, parce qu'il échange avec ces outils. C'est la naissance d'un nouveau métier. Lequel? Oui. Le commerce. Hein? Le commerce. Oui, le commerce, il y avait déjà. Oui. En plus, il doit. Celui qui construit les outils, comment on peut l'appeler? Ramine. Un fabricant. Ouvrier. Oui, oui. On va dire un artisan. D'accord? C'est la naissance du premier métier pas relié à la production de la nourriture. Les nomades étaient tous là à la recherche de quelque chose à manger. Oui, ils fabriquaient les outils, mais les paysans, ils travaillent pour produire, l'éleveur travaille pour produire la nourriture. Lui, n'a pas besoin de ceci. Donc, il va se spécialiser. Donc, la première transformation, une transformation importante, c'est qu'il va avoir des métiers où les gens se spécialisent. D'accord? Et on va voir que de plus en plus, il va y avoir de plus en plus de métiers. On retournera sur ce point, qui va être notre thème du prochain cours, la naissance de la société, la diversification des métiers. Les foyers de sédentarisation. Vous avez dit là, ça avoir un métier aux gens. Un métier de spécialisation. Alors, les foyers de sédentarisation. On va voir où est-ce que l'agriculture est née. Et les historiens ont trouvé 4 endroits sur la Terre où les gens ont commencé à pratiquer l'agriculture. D'accord? On va les voir ici dans la carte. Premier foyer. Alors, on laisse le Mexique que ça a été beaucoup plus tard. C'était un processus similaire, mais beaucoup plus tard, parmi les Mayas et les Aztèques. On va voir que les 4 ici qui se trouvent en Asie et en Afrique. D'accord? Les anciens continents. Or, les foyers de sédentarisation, le plus ancien de tous, se trouve ici, à côté des 2 fleuves, dans une vallée qui a 2 fleuves, le Tigre d'un côté et l'Euphrate de l'autre. D'accord, le Tigre et l'Euphrate. Puis, un autre fleuve qui a fait développer l'agriculture est le Nil. Un autre fleuve, c'est le Hwanghe, on peut l'appeler le fleuve jaune, d'accord, qui se trouve une partie de la Chine actuelle. Et le quatrième foyer de sédentarisation, c'est la vallée de l'Hindu, dans le sous-continent indien. Aujourd'hui, c'est le Pakistan. D'accord? Alors, on va les schématiser un peu. Est-ce qu'on va devoir dessiner? Non, juste prendre un note. D'accord? Juste prendre un note. Alors, le premier, le plus ancien, c'est la Mésopotamie. Ah. Mésopotamie, aujourd'hui, se trouve dans la partie sud de l'Irak. D'accord, on l'avait déjà nommé. C'est aux autres plus tard qui deviendront les civilisations qui vont inventer la première écriture. D'accord, Mésopotamie. Et grâce à 2 fleuves, le Tigre, c'est écrit le tigre comme l'animal, et l'autre c'est l'Euphrate, écrit avec PH, qui sont les Grecs qui l'ont appelé comme ça. Donc la Mésopotamie, premier foyer de sédentarisation, à côté des 2 fleuves, qui s'appellent Tigre et Euphrate. Deuxième grand foyer de sédentarisation, c'est l'Égypte. À côté d'un fleuve qui s'appelle, tout le monde le sait, le Nil. D'accord? Troisième foyer de sédentarisation, c'est la Chine.
une vallée en Chine, à côté de ce qu'on appelle le fleuve jaune. Hein, vous allez trouver écrit Wanghe ou Wangho selon les translittérations. Nous, on va l'appeler fleuve jaune. Les Chinois peuvent l'appeler de vrai nom. D'accord? Vrai nom. 4 en Inde, dans le sous-continent indien, mais on va dire l'Inde, un fleuve qui s'appelle Indus. D'accord? Ici, ce sont les 4 endroits où les humains se sont arrêtés pour pratiquer l'agriculture. Plus ancienne. D'accord? Est-ce que dans ce temps-ci, le langage est décret? Pardon? Est-ce que dans ce temps-ci, l'écriture est décret? Non. Non. Langage, oui, bien sûr. Langage, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais non, l'écriture viendra après des millénaires de sédentarisation. L'écriture est un système complexe. D'accord? Et c'est seulement quand on est sédentaire qu'on peut faire des choses plus complexes. On en reparlera plus tard, le prochain cours, comment on est arrivé à l'écriture. Bon, maintenant qu'on a identifié les 4 foyers de sédentarisation, qui ici dit des civilisations, parce qu'avec au fil du temps, après des siècles, des millénaires, vont devenir des civilisations. On en reparlera de ces endroits-là comme des premières civilisations plus tard. Maintenant, on va parler des caractéristiques communes. Pour parler des caractéristiques communes, il faut se poser la question. Pourquoi là? Pourquoi l'agriculture a commencé à ces 4 endroits? Qui veut essayer de donner une explication? Fatima. À cause de l'eau. Ah, l'eau. Les fleuves. Une chose que nous avons remarqué tous, c'est, d'accord, la première caractéristique commune, ce sont les fleuves. C'est évident, d'accord, parce qu'il faut arroser les plantes. Hein, si vous, à la maison, vous avez quelques pots avec des plantes, il faut les arroser, sinon ça va tout sécher. Non? Ça prend de l'eau. Et si les fleuves amènent de l'eau. Mais ce n'est pas le seul facteur, parce qu'il y a plein de fleuves et de rivières sur notre planète. Mais pourquoi ces 5 rivières-là, plus spécifiquement? Oui. La terre est fertile. Oui. L'autre, c'est la fertilité du sol. Que ces fleuves-là fertilisent les terres. D'accord? Alors, ces fleuves-là, on va voir, ils font tous une crue. C'est-à-dire qu'une fois par année, ces fleuves-là l'eau sort de leur cours et inonde les terres qui sont à côté. On va prendre le Nil, qui est l'exemple, disons, le plus précis de ceci. Le Nil, vous voyez, qui se trouve en Afrique, a ses sources, ils ne savaient pas les anciens, on l'a découvert seulement au XIXe siècle, a ses sources dans la forêt équatoriale, au milieu de l'Afrique, où il y a des verdoyantes, fleurissantes forêts, là où la végétation pousse comme dans aucune autre part de la Terre. D'accord? Or que dans les forêts équatoriales, il y a des saisons où il pleut beaucoup. Il pleut, il pleut, il pleut. Les feuilles tombent. Les feuilles vont dans les ruisseaux, les rivières. D'accord? Que les feuilles se décomposent, se désintègrent et deviennent comme une sorte de substances qui sont dans l'eau qu'on appelle le limon. Quand cette eau-là arrive dans le désert, et c'est l'Égypte, d'accord, il inonde les champs qui sont à côté, à droite et à gauche, à l'est et à l'ouest, et après quelques semaines, il se retire, il retourne dans son cours, en laissant des terres fertilisées à chaque année. Donc en Égypte, ce problème-là que je vous ai indiqué, l'épuisement du sol n'existe pas. Dans l'Antiquité, n'existait pas. Pourquoi? Parce que les terres sont naturellement fertilisées à chaque année. D'accord? Il y a
historien grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, Hérodote, qui avait beaucoup voyagé, qui a écrit de tous les peuples qu'il a visités, il va dire que l'Égypte est magnifique. Lui venait de la Grèce, où les paysans en Grèce avaient de la misère à produire du blé. Et là, il dit en Égypte, quand les fleuves se retirent, ils laissent une terre bueuse, une terre mouillée. Et le paysan arrive et il met les graines de blé, et quelques mois plus tard, il fait la récolte 100 fois plus, et même 2 fois par année. En Grèce, ils produisaient 20 fois, 30 fois plus. Donc, ils étaient d'une richesse fantastique, d'accord? Une richesse fantastique. Donc, et les autres fleuves, ils avaient, aux autres aussi, plus ou moins ces mêmes caractéristiques. D'accord, on va voir, les fleuves jaunes faisaient des dégâts, ça change, mais ce sont des fleuves qui fertilisent les terres, grâce aux limons qu'ils amènent. Mais il y a aussi un troisième aspect, un troisième facteur qui a favorisé ceci, et c'est la défense. Ces endroits-là sont faciles à défendre. Et oui, parce que les agriculteurs avaient un autre problème, de se faire attaquer par des gens qui voulaient s'approprier de leurs provisions ou de leurs terres. D'accord? Par contre, ces endroits-là, c'était facile à défendre. Encore, l'exemple le plus significatif est l'Égypte. L'Égypte, vous savez, c'est tout du désert, sauf la vallée du Nil. La vallée du Nil, quelques kilomètres à gauche, quelques kilomètres à droite, c'est vert. Puis c'est le désert, désert. Pendant des centaines et des milliers de kilomètres. Désert, désert, désert. Donc les gens qui voulaient les attaquer ne pouvaient pas traverser le désert. Au sud, c'est tellement impraticable, de chutes d'eau, de cataractes. Une forêt n'était plus capable d'aller au sud, et ceux du sud n'étaient plus capables de venir vers le nord. Au nord, il y a la mer. Et seulement plus tard, des peuples vont inventer les bateaux pour organiser une attaque de la mer. Et effectivement, ils vont les subir, mais beaucoup plus tard. Là, ils ont bénéficié de millénaires où ils pouvaient pratiquer l'agriculture sans aucun danger. Et donc, ils se sont épanouis, ils se sont développés plus que tous les autres. Et les autres endroits, c'était pareil. En Mésopotamie, d'un côté avec le désert, aux autres aussi, de l'autre côté avec des montagnes. Et les autres endroits étaient aussi faciles à défendre. Donc, les trois facteurs communs des foyers de sédentarisation, c'est qu'ils sont à côté des fleuves, c'est que ces fleuves-là fertilisent naturellement le sol, donc ce sont des terres inépuisables, toujours riches. Et le troisième, ce sont des endroits où ils peuvent se développer tranquillement parce qu'ils ont peu d'ennemis, peu d'attaques, de bandes, de peuplades, de nomades qui peuvent les attaquer. Oui, les questions, Yaya. Qu'est-ce que vous avez dit sur le limon? Le limon, c'est le fertilisant naturel qui se trouve dans l'eau des fleuves et qui se dépose sur le sol. Dernier aspect pour aujourd'hui, ce sont les maisons. Vous vous en souvenez, la dernière fois, quand on a parlé de comment les nomades se logeaient, quel mot on a utilisé? Quels étaient les mots-clés? Oui. Oui. Abri temporaires. Ils n'avaient pas de maison. Mais les sédentaires, ils inventaient les maisons. Ils commencent à utiliser la pierre pour faire les parois, ils commencent à utiliser de la paille pour faire le toit, à inventer des systèmes, et ce sont des maisons. Première maison, les traces des maisons les plus anciennes qu'on a, c'était des maisons rondes. L'idée qu'ils avaient en tête, c'était toujours la tente circulaire. Mais le problème est que les maisons rondes, quand elles deviennent beaucoup, on perd de l'espace, tous les coins. Et alors, ils ont commencé à faire des maisons rectangulaires. Ok. Les maisons, un des villages les plus anciens que l'archéologie a ramené à la lumière, se trouve dans la Turquie actuelle, et s'appelle Satal Oyuk.
ce village-là, imaginez-vous, ça date de 6000 avant Jésus-Christ. Je vais écrire moins 6000. D'accord? Des fois, au lieu d'écrire avant Jésus-Christ, que c'est long, on va écrire moins 6000. Donc, un village, imaginez-vous qu'il y a 8000 ans. Ouais. On ne sait pas comment les gens de l'époque l'appelaient ce village-là. Nous l'appelons Satal Oyuk. D'accord? Parce que c'est le nom moderne de ce village-là. Satal Oyuk. Ok? Donc, bon, c'est tout pour aujourd'hui. D'accord? Wow, c'est cool ça. Mais la maison est cool.